Une liaison I2C ou SPI sur des mètres de câbles réseau. C'est pas légal, mais... Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Il est presque impossible de nos jours de bidouiller sur des microcontrôleurs sans devoir négocier avec des liaisons série synchrones comme le I2C, le SPI, le UART. Une foule de ces puces périphériques, comme des sondes en température, des inclinomètres, des DAC ou des ADC, ou des potentiomètres numériques, utilisent ce genre de liaison série. Maintenant, c'est présumé que ces liaisons ne sont pas conçues pour parcourir du long câblage, entre autres du fait que l'interface physique, donc les broches, l'interface n'a pas ce qu'il faut pour pousser le courant nécessaire dans une longue ligne de transmission. C'est vrai. Mais en pratique, comme bidouilleur, on peut contourner le problème, tricher un peu, en mettant en œuvre quelques astuces dans des applications non critiques. Et ce sont ces astuces que je vous présente aujourd'hui. Et je débute par vous décrire le défi à surmonter. Alors, en quoi l'utilisation de câbles de réseau constitue un défi pour la transmission de signaux série à l'aide de broches d'entrée-sortie traditionnelles CMOS? Bien, avant tout, c'est que la fonction série dans les microcontrôleurs et dans les puces dédiées pour du I2C, pour du SPI, même pour du UART, ces fonctions-là sont assignées sur des entrées-sorties logiques de type CMOS, bien classique, bien ordinaire, là, aux impédances d'entrée élevées. Puis ces entrées-sorties-là ne sont pas conçues pour la transmission sur un câble pour longue distance, que ce soit paire torsadée ou même câble coaxial. Paire torsadée qui aurait une impédance caractéristique contrôlée. Et les raisons sont, entre autres, que les sorties ont de la difficulté à négocier avec la charge capacitive de la ligne. Plus la ligne est longue, plus ça représente un condensateur, là, les fils entre eux. Alors, la sortie n'est pas conçue pour pousser sur des lignes très longues. Et il y a aussi, du côté de l'entrée, donc à l'autre extrémité, l'entrée n'est pas conçue pour négocier tellement avec du bruit. Elle est plutôt conçue pour négocier avec des fronts assez nets. Et il y a aussi le fait que les entrées sont à haute impédance. Donc, ne sont pas adaptées à l'impédance d'une ligne de transmission. Et donc, les effets principaux, c'est que les temps de montée et de descente vont être trop lents par rapport au débit de transmission, donc des temps trop lents par rapport à la largeur des impulsions, bien, ça fait que les signaux ne seront pas déclenchés suffisamment rapidement qu'on leur change déjà l'état. Donc ça, c'est un des effets. Et un autre effet, c'est qu'il y aura des réflexions néfastes à haut débit si la ligne n'est pas bien terminée. Et ça va venir déranger le signal, bien sûr. Et ça pourrait causer des oscillations transitoires, donc du ringing, qu'on dit en anglais, qui pourrait causer, entre autres, là, du déclenchement multiple. Alors ça, ce sont des conséquences avec lesquelles il faut négocier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème? Bien, je vous montre un premier exemple. Et cet exemple, c'est sur une connexion, une liaison I2C, utilisant du câble réseau catégorie 5, 5E ou catégorie 6. Je l'ai vérifié sur 20 mètres et plus, ça fonctionnait bien. Alors, ce qu'on a, c'est un partage des différentes lignes, mais avec une attention mise sur l'horloge, le signal SCL, qui est piloté par le maître uniquement, donc le microcontrôleur habituellement, et l'esclave I2C, donc le périphérique à distance, lui, suit l'horloge. Il ne dicte pas le signal d'horloge. Alors l'important, c'est que le signal d'horloge soit propre ici. On va donc mettre l'emphase sur ce signal, beaucoup plus que sur le signal SDA, qui lui, on aura du temps en masse pour qu'il se stabilise avant d'envoyer le coup d'horloge. Alors, j'utilise une paire torsadée pour le signal d'horloge, puisque c'est celui qui est critique, et la liaison étant synchrone. Donc, un des deux fils de la paire torsadée, je le mets à la masse. L'autre, je le branche sur le signal et j'utilise vraiment le fait que c'est une ligne de transmission torsadée d'impédance sans tombe, donc une impédance caractéristique qui est constante sur toute la longueur.
Et donc, je fais la même chose ici. J'utilise bien sûr la masse, donc le VSS. Je l'utilise pour alimenter ma puce ici. J'utilise en plus le signal SDA qui, lui, est une ligne bidirectionnelle. Et elle, je n'utilise pas particulièrement la paire torsadée. Ça ne lui ferait pas de mal, mais ce n'est pas une absolue nécessité. C'est vraiment le signal SCL qui est critique. J'utilise bien sûr un autre fil pour envoyer l'alimentation, ce qu'on appelle le VDD. Là. Et donc, avec 4 fils, je peux faire fonctionner la sonde ou l'ADC ou le DAC, peu importe, à distance. De cette façon, je peux, si nécessaire, mettre des résistances série à la source pour faire ce qu'on appelle une terminaison série à la source. Donc, particulièrement sur la ligne SCL, on pourrait ajouter une résistance de l'ordre de 100 ohms à 1 kΩ. C'est à essayer, d'accord? C'est à voir, particulièrement sur SCL. SDA, c'est peut-être moins critique. On pourrait en mettre une ici, par exemple, 50 ohms, quelque chose du genre, pour tenter d'atténuer un peu les réflexions. Alors, c'est optionnel, mais ça, essai-erreur nous fait voir si c'est requis ou pas. Et je n'ai pas montré ici sur le dessin, mais bien sûr, il faut absolument qu'il y ait du découplage ici. Donc, découplage capacitif entre l'alimentation et le VSS, donc la masse. On pourrait mettre par exemple un condensateur électrolytique, je ne sais pas moi, 1 microfarad ou 10 microfarads, et mettre aussi un condensateur non polarisé, du style 100 nanofarads, quelque chose comme ça, pour essayer d'éliminer le bruit qui pourrait arriver sur l'alimentation, du bruit qui serait couplé sur toute la longueur de la ligne. On pourrait aussi découpler, même ici, si vous voulez. Ça ne fait pas de mal, à la source. Alors, pourquoi pas une petite démo pour illustrer les astuces que j'ai énumérées. Alors, d'abord, ici, je me suis dit, je vais essayer avec le Raspberry Pi version 1, Raspberry Pi B. Je vais essayer directement son port I2C qui possède des résistances pull-up, comme c'est nécessaire habituellement sur un lien I2C. Je vais brancher ça directement sur du câble catégorie 5E, pardon. C'est du câble qui est bon donc jusqu'à 1 gigabit par seconde. Et il y en a une dizaine de mètres. Et à l'autre bout, je lui ai branché une sonde de température LM75 directement sur le câble. Et j'ai dit pourquoi pas évaluer la performance. Et je roule présentement à 100 kilobits par seconde, qui est la vitesse classique pour le port I2C, 400 étant une vitesse augmentée. Alors, j'y ai branché 2 sondes d'oscilloscope, une sur le signal SDA, donc la donnée, et une sur le signal SCL, l'horloge. Est branché directement à la source, donc au mètre. Allons voir maintenant sur oscilloscope et le résultat du fonctionnement de la sonde. Donc voici à l'oscilloscope la trame complète, SDA, donc la donnée, SCL, l'horloge. On voit ici que la donnée change lorsque la température qui est affichée ici varie d'un demi-degré. On voit qu'il y a un bit qui apparaît ou qui disparaît en fonction de la donnée. Et bien sûr, si je mets de la chaleur sur la sonde, vous allez voir que la donnée va changer beaucoup. J'ai simplement soufflé un peu de mon haleine sur la sonde et voilà, on a eu des petits changements de température ici. Alors, on voit bien que c'est légèrement arrondi sur le chemin qui remonte. Par contre, sur le chemin descendant, c'est raide. Alors, ce sont les pull-ups, bien sûr, qui tirent la donnée vers le haut. C'est ainsi que fonctionne une ligne I2C. Et on a le décodage ici, donc la demande à l'adresse 0 dans le LM75, la demande de nous afficher le résultat de température et le retour, c'est l'adresse 4F, la demande a été faite à l'adresse 4F, le retour, donc la lecture de la donnée venant du LM75. Maintenant, on va s'approcher par beaucoup pour regarder la forme de l'onde plus précisément. Alors, j'ai zoomé et j'ai fait un arrêt sur image là, pour qu'on puisse voir de près l'alignement des signaux et la forme. Alors effectivement, ça c'est l'horloge que vous voyez ici, sur la voie 1, et on a une période de 10 microsecondes, et donc effectivement, c'est du 100 kilobits par seconde, donc 100 kHz, et c'est ce qu'on nous dit par la fréquence ici aussi. On a un temps de montée 1090 de 1,4 microsecondes, ce qui est quand même
assez rapide compte tenu qu'on roule sur une longue ligne de transmission. Le front sera suffisamment droit là, pour faire un bon déclenchement. Et si on regarde, voici une donnée et bien au centre quand même, le déclenchement. Donc, le front montant se fait au milieu de la donnée et la pulsation suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, niveau bas, niveau haut, niveau haut. On voit qu'il y a un petit peu de diaphonie, c'est-à-dire que lorsque l'horloge change d'état, ça perturbe un tout petit peu la ligne de données, puisqu'elle passe dans le même câble, et on en a pour 10 mètres. Là. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas la pureté, évidemment. On ne s'attendrait pas à cela sur une ligne de transmission de 10 mètres qui n'est pas terminée correctement. On a un petit peu aussi d'oscillation transitoire, mais c'est rien de bien grave. Et ce qui importe le plus, de toute façon, c'est le front montant. C'est là que le déclenchement se fait, la lecture de la donnée là, se fait sur le front montant. De toute façon, ça peut bien ici osciller tant qu'on veut, en autant que rendu ici, où est-ce qu'il y a le front montant, que le déclenchement soit sur un état stable, ce qui est le cas. C'est un beau niveau bas, et ici, c'est un beau niveau haut. Donc, aucune difficulté. Le front montant n'est pas droit, on s'en attendrait. C'est les résistances pull-up qui combattent la charge capacitive de la ligne. Et là, je n'ai même pas de résistance série, de terminaison série à la source. Si je mettais des terminaisons série, probablement qu'on éliminerait cette petite oscillation ici, qui, au fond, ne nous dérange pas du tout, là. Mais ça aiderait définitivement à faire une meilleure performance sur les transitions raides, ce qui est le cas lorsque le transistor tire fort ici vers le bas. Donc, on est en présence d'un système qui transmet très bien et vous avez vu que la donnée est toujours bien lue, il n'y a pas d'erreur qui passe. Donc, c'est très fonctionnel avec 10 mètres de câble catégorie 5E. Alors ça, c'est un premier exemple. On pourrait facilement appliquer cette situation sur un montage pour une connexion SPI. On pourrait faire le même truc. Ici, bien sûr, toujours terminaison possible, probable ou pas, dépendamment de la qualité de la liaison. On pourrait aussi en mettre sur la ligne Master Out Slave In, sur la ligne Master In Slave Out. Ce sont les deux lignes de données. Ici, ce sont des lignes unidirectionnelles, donc on a une ligne MOSI qui part du maître et qui va jusqu'à l'esclave, et l'autre ligne, chemin inverse. On ferait le même truc avec l'alimentation, découplage, bien sûr, à la masse, et il y a une ligne additionnelle qui est le chip select, donc la sélection de la puce, puisqu'il peut y avoir plus d'une puce sur le même bus, et que dans l'SPI, ce n'est pas cette sélection de la puce, ce n'est pas de l'adressage qui est fait dans les données, c'est bel et bien une ligne séparée. Alors, on pourrait utiliser le câble catégorie 5, 5E ou 6, aussi sur une liaison SPI, avec les mêmes possibilités de mettre une terminaison série à la source, et découplage capacitif. Maintenant, si je résume ce que je viens de vous dire en 2 écrans, d'abord, on utilise, si possible, une paire torsadée pour l'horloge, au minimum pour l'horloge, puisque c'est un système synchrone et l'acquisition des données, le transfert se fait avec des coups d'horloge, habituellement le front montant. Alors, important, paire torsadée si possible, pour essayer de stabiliser et contrôler l'impédance de cette ligne le plus possible. On peut faire l'addition de terminaisons résistives série à la source du signal. On peut travailler sur l'atténuation du bruit si on a tout de même donc une liaison qui est stable, mais occasionnellement elle tombe. C'est possible qu'il y ait du bruit qui est couplé sur la ligne. Alors on peut faire du découplage capacitif, bien sûr, de l'alimentation aux 2 extrémités. En fait, ce n'est pas optionnel, moi je vous le recommande fortement. Et aussi, on peut additionner des ferrites, donc des clips là, qui se clipsent, des ferrites qui s'ajoutent. On peut en mettre aux 2 extrémités et on peut faire du multitour, donc passer plusieurs tours du câble réseau dans la même ferrite pour augmenter l'impédance, donc le blocage des signaux à haute fréquence. On peut aussi penser à diminuer la vitesse de transmission, donc le débit. C'est un système synchrone. Normalement, l'esclave peut fonctionner à n'importe quelle fréquence. Je dis bien normalement, il peut y avoir quelques exceptions, mais en grande majorité, que ce soit du SPI ou du I2C, lorsque c'est de la transmission synchrone, donc une horloge qui est pilotée par la source, on peut diminuer le débit
Il y a quelques façons de le faire. Lorsque c'est possible, on peut diminuer la vitesse de l'horloge du périphérique intégré dans le microcontrôleur, le bloc I2C ou le bloc SPI. Il est possible de changer la vitesse de transmission de ce bloc. Alors, ça aide beaucoup, ça laisse plus de temps aux signaux pour se stabiliser avant d'envoyer, par exemple, le coup d'horloge. Donc, on ralentit le débit lorsque c'est possible. Et, par exemple, dans le Raspberry Pi, il est possible de reconfigurer lors du chargement du système d'exploitation, Raspberry OS, il est possible de charger une vitesse différente sur le périphérique. L'autre possibilité, lorsque vraiment on est rendu au dernier recours, c'est de faire du bit banging. Donc, on ralentit le débit en faisant une émulation du protocole, que ce soit I2C ou SPI. On va simplement, dans le logiciel, envoyer la bonne séquence de bits pour émuler le protocole à partir de broches GPIO. Et là, on aura tout le temps voulu. Si on veut laisser 1 seconde par bit, on peut le faire. On peut laisser tout le temps qu'on veut. On va bit par bit émettre et recevoir. Et donc, naturellement, c'est plus de travail au niveau du code. On n'utilise pas des librairies intégrées, on doit se créer des librairies soft, mais ça va quand même fonctionner et ça fonctionnera au débit que vous décidez. Alors ça, c'est un autre avantage. Autre possibilité, autre astuce possible, c'est l'utilisation des mécanismes intégrés de vérification d'erreurs pour vous assurer de rejeter les données qui pourraient rentrer avec erreur occasionnellement due à la longueur du câble, soit des interférences, soit au fait qu'il y a un petit peu de réflexion, et ainsi de suite. On peut utiliser des mécanismes intégrés déjà, comme la parité, vérification de parité, vérification du CRC. Alors, il y a des sondes, comme par exemple la sonde de température SHT10, il y a le mécanisme CRC d'intégrer. Alors, on peut faire des vérifications de la donnée et simplement rejeter la donnée si elle est erronée, plutôt que de prendre action sur une température erronée. Alors, il y a des mécanismes intégrés souvent dans ces puces, on les utilise. Il y a aussi possibilité de redémarrer le périphérique lorsque c'est nécessaire. Donc, à distance, la sonde, si elle se met à vous envoyer des mauvaises données, bien qu'elle ne cesse pas, elle est comme verrouillée à cause, je sais trop, quelques raisons, on pourrait utiliser une broche GPIO comme la ligne d'alimentation du périphérique. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne bien. Et ça nous permet juste de basculer la ligne au niveau bas et la remettre au niveau haut pour réalimenter à nouveau la sonde à distance. Donc, on peut faire ceci. Évidemment, ça présume que la sonde ne consomme vraiment pas beaucoup de courant, et même lorsqu'elle fait l'échange des données. Donc, à vérifier qu'on ne dépasse pas le courant maximum fourni par la broche de sortie du maître. Mais ça peut se faire. Plutôt que d'alimenter la broche directement sur le 3,3 volts, on peut amener la broche d'alimentation sur une sortie GPIO et contrôler l'alimentation de la sorte. Alors, on peut aussi utiliser du câble réseau blindé. Le plus populaire, c'est celui qui est le non blindé, ce qu'on dit le unshielded. Mais il existe du câble réseau blindé. Je ne l'ai pas essayé, mais ça pourrait aider à améliorer l'intégrité du signal, particulièrement le couplage du bruit venant d'extérieur. C'est une possibilité. Alors, on ne s'en tire pas de toute façon avec tout ce que je vous ai énuméré. C'est un exercice d'essai-erreur et d'observation à l'oscilloscope numérique en particulier, puisque ce sont des données qui ne sont pas en continu. Ça serait difficile de le faire sur un système, un oscilloscope analogique. Mais si vous avez un oscilloscope numérique, bien, il peut capturer les formes à l'écran. Et là, vous pouvez faire des essais. Ajouter une terminaison, changer la valeur de la terminaison, mettre ou pas la paire torsadée avec la mise à la masse, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à une bonne performance et une forme d'onde acceptable. Là, je parle depuis le début de bidouillage. Je ne recommanderais jamais de tricher ainsi dans une application professionnelle commerciale, c'est certain. Il existe des approches de conversion de signaux, par exemple l'utilisation d'une liaison RS485 ou RS422, des liaisons qui sont mieux adaptées aux longues lignes de transmission. Même, on pourrait utiliser le bus CAN. Mais à la maison, pour s'amuser, pourquoi pas? Tout ça est expérimental et vous aurez peut-être à travailler sur des itérations là, pour arriver à quelque chose de bien. Tout cela est formateur, rappelez-vous. Donc, on s'amuse, on essaie
et on balance si ça ne fonctionne pas. J'ai peu mentionné les liaisons UART dans cette vidéo. C'est une liaison asynchrone, celle-là, mais rappelez-vous que le standard RS-232 est depuis longtemps utilisé pour les liaisons UART. En théorie, le RS-232 est bon pour 15 mètres. Ça, c'est la norme, la spécification. Mais en pratique, vous pouvez facilement doubler cela, particulièrement si vous diminuez le débit. Donc, ne réinventez pas la roue, s'il vous plaît. Les puces du type MAX 232 et les semblables, elles feront le travail du côté UART. Au passage, si vous désirez vous rafraîchir le savoir sur ce que sont les liaisons I2C, SPI, OneWire ou même UART, j'ai préparé, il y a de ça 2 ans, une série de vidéos couvrant ces protocoles. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture des vidéos dans la description ci-dessous. Alors, allez voir. Voilà. Vous avez peut-être fait des expériences de longue liaison série, vous aussi. Alors, partagez vos expériences avec nous dans les commentaires sous cette vidéo. Vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui? Vous savez quoi faire. Merci et à la prochaine.